Moi, je vais venir ici vous présenter un livre blanc sur l'alimentation du futur. Donc, il y en avait quelques-uns de présentés là-bas sur les petites tablettes, mais je vois qu'il n'y en a plus déjà. Il y en a ici, mais vous aurez aussi la possibilité, bien sûr, de le télécharger par la suite. C'est un projet qui a été mené dans le cadre de la chaire AAPRO. Donc, je vais vous présenter juste après. Donc, cette chaire, en fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce principe, mais c'est un regroupement d'entreprises et de chercheurs qui permet en fait d'allier nos intérêts communs et surtout de pouvoir travailler sur des dimensions qui sont pas uniquement dans les laboratoires, uniquement dans les entreprises, mais vraiment de regrouper des intérêts communs sur des problématiques qui nous intéressent tout particulièrement. Donc ce livre blanc a été réalisé en collaboration avec des étudiants, puisqu'une chaire c'est aussi une vocation pédagogique. Donc on a monté un master qui est dédié à la notion de responsabilité, notamment à la notion de chef de produit responsable, ce qui fait qu'on intègre à la fois les attentes des entreprises, mais aussi les attentes pédagogiques dans le cadre d'un nouveau master à l'université. Donc on vient juste de parler du milieu universitaire, je vais rebondir aussi sur des éléments qui ont été développés ce matin par Mathieu. On a été coaché par deux spécialistes en conseil qui sont Simon Loquin et Laetitia Pfeiffer du groupe OnePoint, qui est aussi partenaire de la chaire. Et puis dans la salle, il y a quelques partenaires entreprises de la chaire également que je salue et que j'ai reconnu, que j'ai eu l'occasion de voir tout à l'heure. Alors ça a été développé dans le cadre de la chaire AAPRO. Donc AAPRO, ça signifie avantage et acceptabilité des protéines alternatives. Donc nous avons actuellement 13 entreprises partenaires. C'est une chaire qui a été montée en juin 2021. Il y a 6 institutions académiques, 2 étrangères et 4 francophones. Donc l'IAE Angers, l'IAE de Nantes, l'ESA Angers, Polytech Angers, aux Pays-Bas, Wageningen University and Research, donc qui est très très avancée sur la notion des protéines alternatives, et l'Université Laval à Québec, qui travaille avec nous sur les protéines plutôt liées à la farine d'insectes, protéines à base d'insectes. Dans le cadre de ce livre, dont vous avez le sommaire, mais vous en aurez un exemplaire tous par la suite, ça permet de dresser un panorama des protéines alternatives, de leur existence, et surtout ce qui nous intéressait, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc on a essayé de faire un livre blanc qui soit ludique, pédagogique et très marketé. On a parlé des marques tout à l'heure. Moi, je suis professeure de marketing à l'origine. Donc on a essayé de le rendre très attractif pour l'ensemble de la population et surtout qu'il soit accessible et qu'il puisse être lu par le plus grand nombre. Donc la demande auprès de nos étudiants, c'était de faire en sorte qu'un lycéen, un collégien puisse comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur du livre blanc. Alors évidemment, on a commencé par les tendances de consommation et puis les facteurs qui peuvent influencer les habitudes alimentaires, et on l'a construit sur la base de documents scientifiques. Donc évidemment, ils ont été aussi encadrés par toute l'équipe scientifique de la chaire et puis par toutes les entreprises qui se sont prêtées au jeu des interviews et qui ont bien voulu répondre à toutes leurs interrogations. Donc on s'est basé sur des chiffres. Vous verrez dans le livre blanc auquel vous aurez accès en version numérique, toutes les données sont cliquables, c'est-à-dire que dès qu'il y a une notion scientifique, dès qu'il y a un article, dès qu'il y a un baromètre, comme vous pouvez le voir ici de Protéines France, vous pouvez directement cliquer dessus et avoir accès à la source. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce qu'il y a beaucoup de qu'en-dira-t-on, des choses qu'on ne sait pas, des idées préconçues qu'on peut avoir sur les alternatives. Et ce qui nous intéressait, c'était de prouver et vraiment d'amener la charge de la preuve sur chacune des informations qu'on a pu fournir dans les livres blancs pour que les personnes qui le lisent puissent voir qu'on s'appuie sur des choses qui sont réelles et concrètes. Donc je ne vais pas revenir sur les différentes tendances. Mathieu l'a très bien fait ce matin et a évoqué l'ensemble des modifications qui touchent le secteur en particulier. Donc on voit que 75% des consommateurs veulent changer leurs habitudes alimentaires. Mais on fait face à ce qu'on appelle le green gap. Donc tout le monde veut consommer plus vert, tout le monde veut consommer plus bio. Puis finalement, quand ils arrivent dans le supermarché, ce qui compte, c'est le prix. Donc nous, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on travaille, tout particulièrement dans la chaire, c'est de voir comment on peut réduire en fait ce fameux green gap pour essayer de faire en sorte que les consommateurs vont désormais vraiment faire ce qu'ils disent et quels sont les moyens à notre disposition pour leur donner envie de faire réellement ce qu'ils disent. Parce qu'effectivement, quand on dit oui, je veux consommer vert, puis qu'on ne le fait pas, finalement, ça nous met dans une situation de dissonance cognitive qui n'est pas forcément très agréable quand on est un consommateur, malgré le fait que souvent ce soit lié pour des raisons financières.
Alors on sait aussi que 50% des consommateurs mangent déjà des alternatives, donc c'est un premier pas, hein. Alors nous on essaie de les amener vers des protéines alternatives qui sont dites radicales, donc on est allé jusqu'à la consommation d'insectes, et volontairement on travaille sur des nouveaux produits radicaux pour voir comment on peut les amener progressivement vers des alternatives un peu moins radicales et moins problématiques sur le plan du dégoût. Alors, ça se présente de cette manière-là. Alors, je ne sais pas si je vous cache tout, mais je vais essayer de vous montrer. On a séparé le livre blanc selon différents chapitres. Alors, on a beaucoup utilisé l'intelligence artificielle. Toutes les images sont réalisées par Midjourney. Donc, c'est pour ça que vous avez des images qui sont assez originales, mais qui ne sont pas toutes réalistes. Et puis, les étudiants sont amusés à faire des sous-titres qui sont un petit peu plus fun et plus rigolos pour réussir à attirer le plus grand nombre. On a mis en place des le saviez-vous, justement, pour éviter les idées reçues sur les habitudes alimentaires, sur des données chiffrées qu'on peut proposer de manière plus ludique. On a indiqué tous les défis qu'il fallait relever, donc pour que les consommateurs prennent vraiment conscience et les lecteurs prennent conscience des problématiques qui se posent. Quand on dit oui, j'ai pas accès à certaines protéines végétales, c'est pas facile d'y avoir accès, oui, mais il y a peut-être aussi des problèmes de production. Donc c'est pour ça qu'on souhaite les informer de tous ces éléments-là. Et puis on leur a proposé des jeux me lance, mais sur chacun des chapitres, je vais vous montrer un peu ce qu'on leur a proposé, avec où trouver et quoi, et comment surtout éviter ces problématiques qui sont liées notamment à l'utilisation des légumineuses, puisque toutes les études qu'on fait sur les différents consommateurs, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, puisqu'on a interrogé génération X, Y, Z, ils nous disent oui, mais les légumineuses c'est pas fun, c'est vieillot, ça met un temps fou à cuisiner, et donc on essaie de leur donner des petits tips pour essayer d'aller vers ces produits-là. Alors on leur propose les robots ménagers, les aliments déjà pré-cuits, les protéines végétales en poudre. Donc on fournit des petites choses au sein de ce livre blanc qui vont permettre normalement de rendre ce type d'alternative plus attractive. Dans le deuxième chapitre, on s'est intéressé à l'œuf végétal, entre gros guillemets, puisque là on travaille avec Yumgo, qui est partenaire de la chaire. Donc la particularité aussi de la chaire, et ça j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'on ne travaille pas en discipline, en silo. C'est-à-dire que la volonté initiale, lorsque l'on l'a montée, et je pense que c'est ce qui a plu à nos entreprises partenaires, c'est qu'on travaille avec des spécialistes des sciences de l'alimentation jusqu'aux spécialistes des sciences de consommation. Donc ça veut dire qu'on a des informations transparentes et réelles sur la qualité nutritionnelle des produits, et tout à la fin, notre travail, alors moi pour la partie comportement du consommateur et marketing, puisque c'est celle dont je m'occupe, c'est de trouver tous les moyens nécessaires. Donc on a parlé de la marque ce matin, de l'importance de la marque, l'importance du pack aussi, et on fait énormément de travaux sur le pack pour savoir comment on valorise ces protéines, quels sont les attributs les plus recherchés par les consommateurs et quels sont ceux qu'on va pouvoir vraiment mettre en avant dans un rayon. Alors pour ça, on a plein d'outils. Nous, on travaille avec des eye trackers, donc eye tracker mobile, casque de réalité virtuelle, puisqu'on a un user lab à l'Université d'Angers qui nous permet de mener des études en magasin virtuel, par exemple, mais aussi de connaître toutes les zones d'attraction sur un packaging, donc en pouvant les repérer grâce à ces fameux eye trackers, de faire des mesures très précises de ce que nous disent pas les consommateurs. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on mêle à la fois du déclaratif, donc on les interroge quand même via des questionnaires, mais aussi du comportemental contre lequel ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que même s'ils voulaient nous cacher des choses, nous, on peut le découvrir grâce à ce qu'ils font en réel. On a aussi des appareils type Face Reader, c'est-à-dire qu'on arrive à voir toutes leurs émotions avec leur visage quand ils sont face à un écran. Et ça non plus, on ne peut pas le contrôler, un petit rictus, des yeux qui se baissent, etc. Évidemment, c'est naturel quand on leur présente, par exemple, des des packagings à base d'insectes, et puis dessus, on a mis une photo d'un insecte plutôt qu'une image ou un dessin. En ce qui concerne donc, ce chapitre particulier, on leur explique ce que c'est, les substituts d'œufs, pourquoi c'est intéressant, de quoi est composé un œuf de poule, et puis par quoi on peut le remplacer. Est-ce qu'il existe vraiment des alternatives au blanc d'œuf, au jaune d'œuf ou à l'œuf entier? Donc toutes ces propositions-là, on leur fait. Et puis on leur montre qui sont les principaux acteurs sur le marché, quel est le marché mondial qui est attendu d'ici 2026, qui sont les principaux pays producteurs d'œufs, et puis comment on fait pour les remplacer quand on souhaite ne plus consommer d'œufs.
Pour le troisième chapitre, là, on s'est attaché à un travail sur les insectes comestibles. Donc, au sein de la chaire, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet aussi toutes les informations qui proviennent des différents contrats qu'on obtient. Donc là, moi, pour ce sujet-là, j'avais obtenu un contrat ANR, donc financé par l'Agence nationale de la recherche, sur 5 ans, qui me permettait de travailler sur la consommation d'insectes en Europe, en utilisant, par exemple, de la cuisine et de la gastronomie qui est déjà mobilisée en Amérique du Sud ou en Asie, et de voir comment on peut adapter, par exemple, des recettes tout à fait traditionnelles en y incorporant des produits qui ne le sont pas. Donc, dans ce livre blanc, pour éviter le dégoût, puisque c'est l'un des principaux défis face aux insectes, bien sûr, le premier problème, c'est la néophobie, le danger perçu, eh bien, on leur montre qu'on peut les cacher dans une quiche, par exemple, et ils auront un petit goût de croquant qu'on n'a pas avec des lardons de manière classique. On leur propose aussi plein de podcasts à écouter. Donc à chaque fois, il y a vraiment cette approche très ludique où ils ne vont pas se concentrer que sur un ouvrage écrit, mais ils vont pouvoir scanner, aller sur les différentes ressources pour pouvoir en apprendre plus et de différentes manières. Puisqu'on sait maintenant que la capacité d'attention est très très faible, notamment sur de l'écrit, et qu'il faut toujours y associer quelque chose de visuel. Donc voilà pour ce troisième chapitre. Et puis pour le quatrième, là on a commencé à travailler sur la viande cultivée. Donc c'était un des axes sur lesquels on voulait avancer au sein de la chaire. Bon, pour des questions de législation européenne qui ont déjà été évoquées ce matin, on ne peut pas aller très loin pour le moment. Donc on peut beaucoup travailler sur la perception, sur les attentes que les consommateurs peuvent avoir sur la viande cultivée, mais on ne peut pour l'instant rien faire tester. Donc ça veut dire que la dimension comportementale, nous on ne peut pas du tout la travailler, alors que quand on est en comportement du consommateur, c'est quand même ce dernier aspect aussi qui nous intéresse. Et là, bien sûr, il y a des interviews d'experts. Donc, les étudiants ont interviewé Tom Brichevalier, donc un doctorant en économie qui travaille sur la viande cultivée, et puis Nicolas Bureau, qui est cofondateur de l'association Agriculture Cellulaire France, avec des idem, le saviez-vous, le focus sur la production. Parce que quand on parle de viande cellulaire, les représentations des consommateurs sont tout de suite complètement erronées. Ils ont l'impression que ça va être quelque chose limite qui vient de l'espace. Donc nous, on travaille aussi énormément sur cette question des représentations et on essaie d'informer réellement sur la manière dont ces produits sont réalisés. Et là, ce qu'il va falloir relever comme défi, en ce qui concerne la viande cellulaire en particulier, c'est l'intérêt écologique et sanitaire. Alors à la fin, toujours pour rendre accessible et surtout développer la consommation d'alternatives, on leur a mis des petites astuces et conseils. Donc vous avez des menus de la semaine, en automne, en hiver, pour chacune des saisons, et puis des listes de courses à faire, et bien sûr des livres à lire qui vont faciliter cette approche vers les protéines alternatives. Alors pour finir, je n'ai plus que 2 slides, je vous présente très rapidement la chaire et tout ce qu'on y fait, donc avec toutes les entreprises qui nous ont rejoints sur ces 2 dernières années. On travaille sur l'évolution des modes de comportement alimentaire du consommateur. Donc pour ça, on utilise des modèles qui sont assez récents, qu'on appelle les modèles transthéoriques, qui permettent de comprendre en fait comment un consommateur passe d'un stade à un autre dans son changement de consommation. Donc, vous avez le premier stade qui est la pré-contemplation, se dire « Ah oui, ok, il faut que je change d'alimentation ». Le deuxième stade, c'est « Il faut que je change d'alimentation, et je connais la solution ». Et nous, on est dans cette étape-là avec ce livre blanc. On leur donne des solutions. Et puis, vous avez la troisième phase, l'action, et petit à petit. Et c'est vrai qu'avant, on étudiait le consommateur de manière globale et puis souvent radicale. On passe d'un comportement à un autre. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vraiment voir comment on passe par ces différentes étapes. Parce que parfois, il y a des régressions. On est passé à l'action, puis finalement, on revient un petit peu en arrière. Quand on passe devant un McDo, par exemple. Et ça arrive, et c'est pas grave. Et c'est pas parce qu'il y a eu un écart une fois qu'on ne peut pas continuer à avancer dans le cheminement. Sur le deuxième work package, on va travailler là sur les qualités nutritionnelles des protéines alternatives et surtout l'impact dans le produit fini, ce qui nous permet ensuite, nous, dans le troisième, de voir comment les consommateurs acceptent ces nouveaux produits. Donc là, sur un dernier contrat,
On travaille par exemple sur l'intégration des légumineuses dans différentes catégories de produits, et on va travailler avec toutes les cantines de la région Angers et Nantes pour faire ce qu'on appelle des field experiments, donc des expérimentations en temps réel et surtout avec des vraies personnes dans le cadre de vraies cantines pour pouvoir avoir des résultats sur les questions d'acceptabilité. Et on va utiliser ce qu'on appelle des nudges. Donc les nudges, c'est les petits coups de pouce, vous avez dû en entendre parler, qui sont incitatifs mais pas coercitifs. C'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques qui sont très simples. À la cantine, on va leur dire, on va mettre un petit panneau par exemple sur le choix végétal en disant si tu choisis ce plat, tu choisis l'option écologique. C'est un petit peu ce que vous avez quand vous prenez le train en ce moment. À la fin de vos voyages, on vous dit c'est bien, vous avez choisi l'option la plus écologique. Et ça favorise ce qu'on appelle le renforcement comportemental, parce que oui, j'ai quand même fait une bonne action aujourd'hui, je suis content de moi, et on va aller plutôt sur les dimensions positives et pas négatives. Moi, c'est tout l'objet, en tout cas, des travaux que je souhaite mener. Et enfin, dans le W4 classique, on va valoriser ces différents travaux. Donc voilà l'équipe d'étudiants qui a réalisé le livre blanc. Donc je souhaite féliciter parce que c'était vraiment un très très beau projet sur 6 mois. Ils avaient une demi-journée par semaine pour y travailler. Et puis nos partenaires universitaires, les financeurs et bien sûr toutes nos entreprises partenaires qui font partie de la chaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gaëlle. Et donc aussi